Vous connaissez Cannes? J'y suis allé en colo quand j'avais 7 ans. J'étais sûr que vous étiez l'homme de la situation. Oh, Cannes, c'est chiant, mais c'est chiant, je vous le dis. C'est beaucoup mieux à Cabourg. Ouais, il y a un petit côté Dalida. Oui, c'est vrai. J'aurais fait l'amour avec un gros signe. C'est calme. Je vous parle de solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes rien. D'abord, il n'y a aucun film bien. C'est tous des merdouilles. Ah non, j'y vais pas à Cannes. Mais oui. So, the Palme d'Or goes to... Vous écoutez La Perche est à Cannes, la canne à perche, la capsule quotidienne et cannoise de La Perche est dans le cadre. On est en jour 6, je viens de commencer l'émission sans micro. Yuri vient de manger quelque chose qui ressemble à de la pâté pour chien. Il est 1h du matin. Il est 1h du matin, c'est un peu compliqué. On sort d'une projection, les gens ont fait des malaises. Oui, mais on va en parler tout de suite parce que justement en sélection officielle, on a regardé donc Alpha de Julia Ducournau, son 3e long métrage. On se souvient évidemment qu'elle a gagné la Palme d'Or avec Titane en 2021. Ouais. 3 Non. Ah oui, 2021. On était partagés entre la salle presse et le Grand Théâtre Lumière, qui est donc la salle principale avec l'équipe du film. Romane, tu étais à la plus grande projection, celle du Théâtre Lumière. Et t'as pas pu voir le film jusqu'au bout. Et non, alors après peut-être pour des raisons presque, j'allais dire, et personnelles et pas si personnelles que ça, parce que du coup c'était ma première montée des marches de Cannes, et il s'avère que déjà il y avait un programme avec énormément de retard, parce que le film d'avant, ils ont mis du temps à sortir, etc. Donc déjà il y avait une bonne demi-heure de retard sur... Le film d'avant était un film américain de Spike Lee, ouais. Où ils ont eu la bonne idée de remettre une palme d'or d'honneur à Denzel Washington, ouais. Et ça a mis... bon voilà, c'est un peu la petite tambouille, mais c'est pour expliquer pourquoi parfois des séances peuvent prendre plus d'une demi-heure de retard. Exactement. Donc déjà, on a attendu sous la pluie, etc. Pour arriver dans cette salle. Et au bout de 45 minutes, 50 minutes de film, il commence à y avoir un peu du bruit au balcon. Je comprends pas si ça fait partie du film, si ça fait pas partie du film à ce stade, parce que le film est déjà carrément angoissant. Il faut quand même prévenir les gens, avec justement un son qui est particulièrement bizarre dans le film. Et donc, on a mis énormément de temps à comprendre que, en fait, les gens étaient un peu en train de hurler au balcon. Parce que effectivement, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il y avait quelqu'un qui avait un problème, en tout cas médical, assez important, qui fait que les gens essayaient de prévenir en fait qu'il fallait arrêter le film, etc. Donc je ne sais pas, parce que moi je suis sortie du film tellement j'ai vraiment l'impression d'être sous drogue entre la réalité et la fiction. Tout était très bizarre et très angoissant. Et donc voilà, je suis sortie en plus avec tout ce retard. J'allais sortir à 6h du matin et ne pas pouvoir enregistrer cette capsule. Donc je suis partie. Mais je pense qu'ils ont probablement dû arrêter le film parce que vraiment au moment où je suis partie, voilà, ils étaient en train de discuter avec les gens qui organisent, voilà, qui font la projection pour arrêter le film. Et là où c'est intéressant quand même de le mentionner, c'est que nous on a aussi eu un malaise dans la salle. Faut quand même prévenir les gens qu'il y a des plans d'aiguille, notamment. Alors je sais pas si la personne dans ta salle c'était ça, mais nous je pense que c'est clairement ça qui s'est passé. Il y a eu un malaise derrière nous. Le film, si vous n'aimez pas les aiguilles, comme c'est le cas de Yuri et moi. Moi, je me suis caché les yeux pendant 10 minutes. Ouais, c'est un peu dur. Bon, ce Alpha de Julia Ducournau, il y avait déjà eu des malaises pour Titane, donc voilà, même pour Grave, je crois qu'il y avait des malaises un peu violents pour Grave. Le pitch d'Alpha, c'est l'histoire d'Alpha, une jeune fille de 13 ans qui se fait un tatouage un peu à l'arrache dans une soirée. Et à partir de là, parce que l'aiguille était sale, sa mère, qui est médecin, commence à psychoter quant au fait qu'elle aurait pu contracter une maladie qui circule, maladie qui est un peu une sorte de, on se le disait, de sida, Covid, qui en tout cas transforme les gens, les rend rigides en fait un peu comme des statues de marbre et finissent par mourir. Donc c'est l'histoire de cette adolescente, on va dire, sur le laps de temps dans lequel on ne sait pas encore si elle est malade ou non, de la psychose que ça crée dans son lycée. Et au même moment, sa mère fait venir, oui, sous son toit, son frère, donc l'oncle de Alpha, qui est un junkie. Voilà, la mère, c'est Goltiché Farhani, l'oncle, c'est Tahar Rahim, et la jeune adolescente, j'ai pas l'impression, elle s'appelle Mélissa Boyos, si je dis pas de bêtises, je le dis de tête, mais peut-être que j'écorche complètement son nom. Qui est un vrai bon élément du film, quand même. Qui est un vrai bon élément du film. Qui veut se lancer, Félix ? Le seul bon élément du film. Je pense qu'on peut déjà dire en préambule qu'on a tous été, soit on n'a rien compris, soit on a été consternés. Globalement, c'est à peu près ce qui s'est passé. En plus, donc c'est bien. Voilà. Non, effectivement, c'est vraiment un très très gros raté. Je comprends pas du tout le projet, mais j'ai l'impression que c'est un peu une remarque à pas mal de films de la compétition. Là, j'avoue que je comprends pas du tout ce qu'elle essaie de faire.
Je trouve qu'elle mélange vraiment énormément de sujets, qu'elle met un peu dans son scénario pour donner une espèce d'illusion de profondeur, de oui, je vais parler des addictions, je vais parler de harcèlement scolaire, de machin truc, et en fait finalement elle finit et même de je sais pas, des hôpitaux, de la situation des hôpitaux, parce que évidemment comme il y a une espèce de maladie voilà un peu mystérieuse, il y a énormément de médecins qui partent, donc les hôpitaux sont bondés, il y a pas assez de médecins machin, sauf qu'en fait je trouve qu'elle ne fait rien de tout ça, elle n'observe jamais aucune situation, c'est vraiment juste posé encore une fois pour donner une forme de crédit au film, mais en fait voilà, ça va pas plus loin que ça. Je trouve qu'en termes de mise en scène c'est d'une pauvreté quand même dingue, alors que je trouve que Julia Ducournau, en tout cas à la base, c'est quand même une cadreuse. Je trouve que Grave c'est bien filmé, Titane, les premières 30 minutes sont quand même virtuoses, et là j'ai l'impression que c'est un téléfilm, mais vraiment je pèse mes mots, c'est du champ contre champ à la caméra épaule, vraiment super la lumière est dégueulasse, avec une lumière qui est dégueulasse, les effets spéciaux sont super moches, alors sauf effectivement les effets de marbre qui sont quand même relativement bien faits, mais bon, l'autre bonne idée du film, enfin, tu vois, typiquement il y a effectivement plein de scènes qui sont très symboliques où il se passe des trucs, mais je comprends pas en fait ce que ça veut dire, et c'est dans la tête de la gamine, donc du coup en fait je trouve que voilà, ça marche pas parce que c'est pas ancré dans la réalité, et ouais vraiment du coup je trouve ça assez scandaleux d'aller voir ce film, parce que je sais pas du tout ce qu'on peut en tirer en fait en soi. J'ai juste l'impression de voir quelqu'un qui ouais voilà, mais en fait en vrai tu vois, typiquement le moment où il s'est vraiment passé quelque chose dans la séance, c'est quand il y a un mec qui a fait un malaise derrière moi quoi. Sinon vraiment je me suis je me suis ennuyé très profondément, parce que c'est toujours un peu les mêmes scènes, il se passe toujours un petit peu la même chose, et je trouve qu'elle finit même par un propos assez nauséabond, notamment sur le personnage de Tahar Rahim et ses addictions. Il y a tout un espèce d'allégorie entre ça et une espèce de volonté suicidaire, alors que moi je trouve que quand t'as une addiction en fait c'est pas du tout ça, et enfin bref, c'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué que ça, ouais. Oui non mais soit j'ai pas compris ce qu'elle essaye de faire, soit vraiment je trouve que c'est un peu racoleur et raté, donc grosse déception, et je vous encourage à ne pas aller voir ce film. Donc visiblement ils n'ont pas arrêté le film. Ils viennent d'en sortir, je viens de recevoir un texto de quelqu'un qui était dans la projo. Donc ils n'ont pas arrêté le film, mais visiblement ils ont juste évacué quelqu'un qui aurait fait un gros malaise pendant la scène du couscous. Voilà. La scène du couscous n'étant pas la scène a priori. En vrai, et d'ailleurs on va revenir dessus. Il y a très peu de scènes de genre d'ailleurs en fait, en vrai il y a par moment effectivement des inserts de gros plans de peau qui se grattent, mais t'es un peu en mode oh c'est bon, t'as fait ça 2 films, tu vois genre passe à autre chose, essaye de trouver autre truc. Mais c'est peut-être d'ailleurs la question qu'on peut se poser, parce que je sais que Imen, tu disais ça à la sortie du film, c'est-à-dire que Julia Ducournau on l'attend pour du genre, et là t'as l'impression qu'elle a collé du genre sur une histoire qui n'en avait pas nécessairement besoin. Oui, moi j'ai l'impression qu'elle a voulu justement nous parler du sida, mais sans en parler frontalement, pour justement garder une espèce de patte, ou en tout cas de genre qu'on viendrait chercher affilié au nom de Julia Ducournau, et ce qui fait qu'elle a un peu, pour moi, plaqué une sorte de recette à certains endroits, mais où il y a quelque chose qui est pas du tout viscéral et pas du tout sincère en fait, je trouve, dans la démarche, parce que là on est un peu dans un entre-deux entre vouloir nous raconter cette épidémie, vouloir nous raconter aussi les victimes par ricochet des personnes qui ont des problèmes d'addiction, notamment à la drogue, mais elle en fait pas grand chose, et ce qui fait que moi ce qui m'a surtout choquée en fait, c'est que je n'ai pas été en empathie avec eux un seul instant, alors qu'on voit des gens en souffrance pendant 2h20, et comme tu l'as dit Félix, ça n'évolue pas en fait, de la séquence 1 à la séquence finale, on est toujours sur exactement le même ratio d'émotions, à savoir des gens qui pleurent et qui hurlent. Et malgré tout, en fait, ça fait que du coup, ça donne un truc où moi, je me suis sentie extrêmement éloignée d'eux. Je me suis sentie vraiment genre juste spectatrice qui regarde un truc qui n'est même pas beau à regarder, contrairement à certains films de Julia Ducournau où j'étais pas en adéquation avec l'histoire, mais au moins il y avait un truc esthétique qui se passait. Là pour le coup je trouve qu'elle passe à la fois à côté de son histoire, à la fois à côté de l'émotion que cette histoire est censée quand même supposer chez le spectateur, et à la fois dans l'esthétique, ce qui fait que c'est un film qui moi m'a laissé juste avec 1000 questions, où j'ai eu l'impression sincèrement de n'avoir rien compris. Et t'es pas la seule, hein. Et je suis pas la seule, hein. Non, je pense clairement pas. Et où il y a un truc où je pense que ça s'est voulu un peu subtil et métaphorique, ouais, mais on n'est pas dans ta tête en fait, et du coup pour moi c'est vraiment le gros problème, et on en parlait avec Elisabeth, c'est qu'elle est seule à signer le scénario, et du coup je trouve que ça a aussi ses limites, parce qu'en fait ça fait que elle a dû être confrontée au regard des producteurs, mais quand on a eu une palme, je pense que c'est aussi il y a moins de confrontation, ouais, et ce qui fait qu'en l'état en fait nous on se retrouve face à un film où on ne pige rien. Et pareil, il y a un truc, après Tahar Rahim, je trouve que c'est un excellent acteur, mais il y a un truc un peu poseur aussi dans la transformation physique, c'est hyper performatif, le rapport aussi à l'addiction, d'autant que ça raconte pas grand chose cette transformation. Non, et en fait je regardais, je me disais putain le pauvre il aura même pas de César pour ça, parce que le film est tellement pas terrible. Il a perdu 30 tu veux dire qu'il a perdu 30 kilos pour rien? Mais pour rien, vraiment j'ai été dégoûtée pour lui, je me suis dit il va galérer à reprendre son poids, il va être hyper ridé pour rien, pour un film naze. Mais voilà, bon bref. Tu disais j'ai rien compris, Laurent, je sais pas si c'est dans le même cas, mais en fait moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment, parce qu'il y a plusieurs temporalités quand même dans le film, il y en a au moins 2. Moi je me suis posé la question de savoir si on avait 3, il y en avait une qui avait été sacrifiée, parce que notamment comment elle s'appelle, Emma Mackey, elle change de coiffure entre des scènes, on sait pas pourquoi, parce que moi je me suis dit ah mais en fait ça c'est les scènes du passé, et bien non. Donc
pour moi, en fait, du coup, il y a 3 temporalités. 3 temporalités. Il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur, avec ces histoires d'épidémies qui partent. Mais bon, honnêtement, c'est presque une hypothèse à ce stade. Hein. Moi, je sais pas. Je suis passé à côté du futur pour le coup. Ouais. Mais toujours est-il que, moi, j'étais assez déprimé de voir autant de dépenses de temps, d'argent et d'énergie de la part de tout le monde. Pour faire ce film qui finalement est complètement vain, quoi. Il se passe, on comprend pas grand chose à ce qui se passe. On voit qu'en fait elle cherche à faire tout un truc très très métaphorique, mais elle oublie de faire un film. C'est-à-dire que c'est faire du sous-texte pour faire de la métaphore, pour faire des trucs, mais pas raconter d'histoire, pas faire de texte. Et c'est complètement absurde. C'est-à-dire que mais sauf que en fait c'est une démarche qui est très propre à beaucoup de cinéastes, d'auteurs français, je trouve, et beaucoup de trucs canois qu'on peut voir, et même de cinéastes français de genre en général, au-delà du canois. Enfin, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison, dans le genre aussi. C'est la réalité en fait. Et du coup, c'est extrêmement frustrant et je trouve complètement débile de simplement oublier d'essayer de faire des films, quoi. Je trouve ça un peu incroyable qu'on soit encore là-dedans. Donc voilà, je trouve ça absurde et très difficile à regarder. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Imen, ce que tu disais tout à l'heure. Moi, vraiment, en regardant Tahar Rahim perdre 30 kilos pour le film, je veux dire, mais vraiment, t'as perdu 30 kilos pour ça, mais c'est d'une vacuité totale. Enfin, c'est terrible. J'avais mal pour lui, en fait, de me dire qu'il avait pris autant d'énergie pour faire un truc aussi médiocre, quoi. C'est un peu terrifiant. Je comprends pas, en fait, comment est-ce qu'on peut laisser, en fait, Julia Ducournau faire des films. Je comprends pas comment est-ce qu'on peut la laisser faire ça. Enfin, faire ses films. Je comprends pas comment est-ce qu'on peut. Parce que le plus terrifiant, c'est que c'est pas une tâcheronne. C'est qu'il y a des moments où, quand elle veut filmer des trucs un peu bien, c'est bien. Il y a 2-3 idées qui sont intéressantes. Le truc de l'épidémie, il y a 2-3 trucs, mais juste, il faut arrêter de laisser les gens faire n'importe quoi juste parce qu'ils ont un nom, tu vois. C'est pas possible, genre. Titane, c'est pas normal. Il y avait déjà quand même de ça. Titane, c'est déjà ça. Titane, moi, j'adore effectivement la première partie que je trouve assez brillante, mais ensuite, pour moi, on est plus que dans de la tartine métaphorique, quoi. Mais et tu vois, typiquement, là, dans Alpha, je trouve que le traitement sonore est assez significatif. Elle arrive tellement pas à créer de la tension avec ses scènes que justement elle met des bruits de manière hyper forte et mixés de manière très bizarre. De la musique, on n'en a pas parlé, mais toutes les 10 minutes pour accentuer soit les moments émotionnels dont parlait Imen. En sortant, a dit la musique est en aléatoire parce que tu comprenais pas pourquoi on mettait du Beethoven sur le coup. En fait, c'est soit je te mets des moments pour faire genre ça fait cinéma parce que t'as vu ce moment il est au ralenti et de la musique, soit c'est genre je vais te mettre de la grosse musique un peu angoissante parce qu'en fait je n'arrive pas à créer de tension avec mes cadres. Et ça c'est quand même un aveu de faiblesse qui est total, quoi. Normalement, une vraie bonne scène d'horreur, il y a pas de musique. Et oui, après moi je trouve qu'il y a quand même une question qui se pose sur ce film, c'est que vous soulignez toutes et tous, c'est où est passé son regard en fait à Julia Ducournau, parce que je trouve elle avait quand même c'est toujours un peu difficile, on catégorise les cinéastes de genre en leur plaquant un peu des étiquettes, donc peut-être qu'en effet elle cherche plus ou moins à se mouvoir dans ce truc, peut-être que ça la saoule aussi d'être renvoyée à ça et que du coup elle a envie de faire peut-être un truc sur l'épidémie du sida, mais en même temps, elle fait toujours les mêmes trucs. C'est la réalité, c'est que rien n'en empêche. Rien n'en empêche. Il y a plein de cinéastes qui sont passés par le genre et qui s'en sont émancipés après. Mais peut-être qu'elle n'arrive pas à faire financer son film. Non, mais arrête. J'en sais rien. Ça, j'y crois pas. J'en sais rien. J'essaie de. Moi, je pense qu'elle a rien à raconter plutôt. Je pose des hypothèses. Moi, je trouve en réalité assez étrange, voire très malaisant, voire problématique, le regard qu'elle porte justement sur la maladie, sur l'épidémie du sida, si c'est ce qu'elle veut raconter, parce qu'elle en fait complètement un espèce de souffrance porn, où en fait le seul truc qui est censé te mettre mal à l'aise, c'est de montrer des piqûres en gros plan, des mecs qui se grattent et qui se convulsent et machin, sans à aucun moment se poser la question de vraiment en fait la représentation de ces corps décharnés, de vraiment qu'est-ce que ça à quelle imagerie ça renvoie. Enfin, il y a un truc encore pire, c'est que quand elle montre les gens devant l'hôpital, alors vraiment on leur a mis de la farine sur les cheveux et genre du papier aluminium sur les bras pour montrer que ils allaient mal. Et enfin, cette scène, il y a quand même Driver, le DJ de Nouvelle École qui est là, qui est genre une légende du monde du rap français. Je sais pas ce qu'il fout là et c'est la seule bonne idée du film. Bravo. Ils sont là et en fait ils sont là et ils jouent aux zombies de Last of Us. Enfin, donc il y a un côté où moi je trouve ça
extrêmement problématique et particulièrement, enfin moi ça m'a mis très mal à l'aise au-delà du fait d'être moi-même sorti de la salle pour des raisons purement organisationnelles qui n'avaient pas à voir avec le film. Tout savoir, mais on est en galère de clés dans cette colonne. Mais oui, enfin c'est très étonnant. C'est très étonnant parce que en effet toute la viscéralité dont tu parles de Titane qui existait, qui était là, elle a complètement même chose de grave, tu vois. Elle s'est évaporée. Non mais c'est un énorme raté et moi ça me pose juste la question de ces cinéastes qui font un bon film et qui derrière, enfin je veux dire, et je pense au réalisateur de Sherazade, je pense à comment elle s'appelle, aidez-moi, à Ouda Benaminia, je pense on va en parler plus tard, mais au réalisateur de Petits Paysans. Non mais la liste est garnie et j'en profite, Émile, parce que t'as parlé dans le micro et j'ai même pas dit que tu nous avais rejoint, donc t'es là ce soir, t'auras vu un film dont on va parler tout à l'heure à la semaine, et tu travailles à la quinzaine surtout sur ce festival. C'est creepy ça, tu ne ferais plus jamais ça. Salut. Tu étais là, je ne t'avais pas vu. Coucou. Toujours en sélection officielle, on a vu Les Aigles de la République de Tariq Saleh. Yori, garde le micro. Déjà peut-être, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire de Georges Famille. C'est un acteur égyptien qui est une star, c'est je sais pas, le Vincent Cassel égyptien, je pense, en termes d'âge et de stature, qui du coup se fait proposer parce que donc en Égypte le général Al-Sisi prend le pouvoir et prend du coup de plus en plus aussi de place qui a une mainmise, qui commence à s'exercer également sur l'art et sur les médias. Qui du coup pour un peu survivre professionnellement et socialement accepte de jouer le rôle de Al-Sisi dans un biopic de propagande complètement à sa gloire. Donc voilà, ça c'est le point de départ du film et il va se retrouver impliqué dans des manigances politiques qui vont bien évidemment le dépasser et jusqu'à mener à un complot dont je vous révélerai pas la teneur. Tariq Saleh, c'est un réalisateur que moi je pense que j'aime de plus en plus, enfin qui pour moi s'affirme comme une valeur sûre. Rappelle peut-être que tout le monde n'a pas vu. Voilà, il a commencé par Le Caire confidentiel, qui était déjà avec Fares Fares, son acteur fétiche, et qui était un polar noir dans les rues du Caire, qui était également lié au début à la révolution de la place Tahrir, où en fait le film se terminait par la révolution et l'affaire que résolvait le détective le menait plus ou moins à cette conclusion. Son deuxième film qui était à Cannes et qui avait reçu le prix du scénario, c'était La conspiration du Caire avec toujours Fares Fares en policier, mais qui du coup raconte un jeune imam qui va devoir infiltrer une des grandes mosquées du Caire pour espionner 3 imams qui sont en gros une espèce de sommité type le pape, je schématise de ouf, mais en gros qui va être élu à la tête de cette mosquée, et c'est évidemment un vote politique, et par conséquent il devient un pion dans cet engrenage, et il continue là-dedans en s'intéressant maintenant... C'est une espèce de trilogie, c'est ce qu'ils nous ont expliqué. De trilogie, voilà, en s'attaquant maintenant au monde du cinéma, et en tout cas à la culture, et à voir comment un acteur qui n'a rien à voir là-dedans, en tout cas qui pense n'avoir rien à voir là-dedans, qui pense être totalement déconnecté des affaires sociales de son pays, va se retrouver lui-même embarqué dans une manigance politique. Et je trouve, moi, que Tariq Saleh affirme sa maîtrise de ce genre de thriller un peu doux, parce que c'est quand même des films toujours un peu lents, qui sont à lente infusion, mais qui là, pareil, se déploie avec beaucoup de virtuosité dans son dernier acte, que moi je n'ai pas du tout vu venir, et qui en fait rend hyper cohérente les deux premiers tiers du film. Après, le film joue avec un avantage concurrentiel qui n'est pas des moindres, qui est Fares Fares, qui est ce comédien incroyable, parce que c'est un de ces comédiens qui n'a pas besoin de parler quand il est à l'écran, ça suffit. Donc globalement, le mec peut rentrer dans une chambre, rien dire, regarder dans le vide. En fait, il est tellement cinégénique et il fait tellement passer de trucs juste par sa présence. Ce mec a une présence de dingue, et j'ai rarement vu récemment un acteur ayant juste une telle cinégénie où vraiment chaque plan, en fait, il le bouffe complètement juste par sa présence. Et tu parles de Paul Kircher? Non, je parle bien de... On va revenir à lui. Et non, voilà, moi je suis
très très impressionné par ce qu'arrive à faire le film, à la fois dans le registre du polar politique, juste parce que là pour le coup c'est un vrai polar politique, et dans le registre de ce qu'il raconte sur la société égyptienne, évidemment de loin en exil, parce que Tareq Saleh n'est pas résident en Égypte, il est seulement d'origine égyptienne, il vit en Suède, et voilà de voir comment en fait ce cinéaste construit petit à petit, je trouve, une filmographie que moi je trouve très convaincante, assez singulière, et pour ma part très bienvenue, parce que par ailleurs j'adore ce genre de film. Et d'ailleurs Félix, tu tires une balle perdue sur Paul Kircher, mais tu l'aimes bien. Ah non, mais moi c'est premier degré, parce que la description du riz, je trouve, enfin moi j'aime beaucoup. Je voyais une ironie, parce qu'il y a des gens qui auraient pu le dire avec beaucoup d'ironie. On pense à Manon qui a une dent contre Paul Kircher récurrente. Imen, toi aussi, t'as vu Les Aigles de la République, et tu connaissais Tareq Saleh aussi? Moi, j'avais vu La Conspiration du Caire, pas du tout. Attends, si. Non, moi j'ai vu celui dans à l'hôtel. Pas celui qui était à Cannes, mais celui, enfin là. Oui, le Caire confidentiel. Le Caire confidentiel, pardon. J'ai fait. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est les mêmes titres en fait. Mais là, dans Les Aigles de la République, c'est drôle parce qu'il retombe dans le même hôtel, le Hilton, qui est sur la place Tahrir. Qui est sur la place Tahrir et qui est dans. Où j'ai dormi d'ailleurs. Waouh, je viens de choper un moustique entre mes deux doigts. Pardon, mais c'est. Je dis si ça t'intéresse pas, Elisabeth. C'est hyper important de le dire. T'inquiète pas, c'est moi qui prends en premier. Et donc Caire confidentiel que j'avais trouvé absolument brillant à l'époque. J'ai loupé La Conspiration du Caire. Là, c'est comme toi, en fait. J'ai passé un vrai moment de cinéma, et je pense que moi, j'ai vu 6 films aujourd'hui, donc tu vois vite la différence entre les films où ça brasse de l'air pendant 2 heures. C'est 4 jours 6, t'en as vu 6 demain. Demain, on chope les 7. Jusqu'où il rachète. Mais où du coup, je vois en fait comment les gens arrivent à déployer une narration sur 2 heures, et puis on va y revenir bientôt, mais il y a des gens qui déploient du vide, et là, il y a un truc où j'ai trouvé ça extrêmement brillant, en fait, sur tout ce qu'il arrive à faire, et quand ça se finit, tu dis, oh waouh, en fait, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce chemin-là, tout comme le personnage ne s'attendait certainement pas à tomber dans cet engrenage, et ce qui fait que on est pleinement avec lui. Je trouve que le point de vue, il est hyper assumé, le personnage principal, on le suit, on est à fond. Moi, j'ai aimé son ambiguïté, parce qu'en fait, on sait pas trop comment il se positionne non plus, même humainement, par rapport à son fils, par rapport à ses compagnes, etc. Il y a un truc où il est hyper ambivalent, mais moi j'ai trouvé ça juste passionnant. Et en effet, pauvre mec, quoi. C'est vraiment un pauvre mec, qui médiocre, subit et qui se fait balloter, en fait, et qui croit être particulier et avoir du libre arbitre, et en fait pas tant que ça. Et ouais, les mecs lui expliquent pendant tout le film que non. Et bah non. Et du coup, moi, je trouve ça génial. Et même si c'est vrai qu'après, ça reste une petite surenchère en fait d'événements où il est de plus en plus coincé, je trouve que ça marche quand même. C'est propre au thriller. Moi, j'ai trouvé que c'était aussi un film vraiment d'ambiance, parce que c'est très nocturne. C'est beaucoup il y a pas mal de séquences de voitures, de séquences dans des hôtels, de nuit, dans des couloirs. Enfin, il y a un truc d'atmosphère aussi qui est hyper fort, qu'il arrive à tisser, et qui fait, comme dit Yuri, que à la fois, je trouve qu'il y a toutes les qualités du thriller politique, et à la fois, on va pas nous bombarder avec de la musique ou avec du boom boom. C'est que vraiment, ça reste posé, ça reste hyper intérieur, ça reste dans la psychologie et dans la finesse, qui fait que moi j'ai trouvé ça absolument génial. Mon seul petit mais, c'est Nina Coudry, que je trouvais inutile dans ce film, complètement sous-exploité, qu'on abandonne complètement au bout d'une heure de film, donc c'est un peu con, parce que comme on la connaît, très rigolote. Oui, mais c'est vrai que comme nous on la connaît, il y a un peu des attentes spectatorielles de dire où est-ce qu'on va avec cette meuf, et en fait on la lâche complet, mais bon, c'est pas très grave. C'est ce qui a permis à Memento de mettre un billet sur le film. Globalement, c'est un truc de pur producteur, à mon avis. C'est pour et ça alors, Laurent, toi, Les Aigles de la République? Bah moi, pareil, j'avais vu Le Caire confidentiel et La Conspiration du Caire. Je pense que c'est le meilleur des trois, honnêtement. Je trouve que c'est très bien fait dans la manière dont il raconte cette espèce d'engrenage de totalitarisme. C'est-à-dire que vraiment, la manière dont les dictatures t'emmènent là où elles veulent t'emmener, et ce truc de tu penses pouvoir y échapper mais tu peux pas, et t'es enfermé, etc. Je trouve que toute cette mécanique et cet engrenage là, et je trouve hyper implacable et d'une violence inouïe, et je trouve ça rarement aussi bien mis en scène dans des films qui en parlent. Donc non, je trouve que c'est pour ça, c'est un peu un tour de force. Après, vous l'avez dit, c'est un film qui est lent, qui est très posé. Moi, c'est pas forcément trop ma cam. Je préfère quand c'est un petit peu plus tenu. Bon, je pardonne à ce film-là parce que tout le reste, parce qu'en effet, de très bons acteurs, parce que il y a quand même cette très belle mécanique derrière, des vraies belles scènes, enfin quelque chose de vraiment sérieux qui se passe, une vraie bonne qualité d'atmosphère et de trucs. Donc bon, mais donc c'est vrai que c'est pas non plus un film à regarder pour les gens qui pensent voir du divertissement. On en est quand même pas là. Moi, je pense que mais ça se regarde, mais c'est peut-être un des films les plus grand public que moi j'ai vu à Cannes. C'est quand même une porte d'entrée, parce que tu passes par le thriller, donc même si t'es un peu ballotté dans quelque chose de lent au début, c'est pas grave, parce que déjà t'en as grave pour ton argent à la fin en termes de tension et voire de scènes d'action. Donc je trouve que
que t'es quand même pas mal loti à ce propos. Et le fait de rentrer par quelque chose qui ressemble vraiment au film noir, un truc, moi, qui réussissait très très bien dans Le Caire confidentiel, vraiment de passer par un... Ouais, mais là justement pour moi on n'est pas dans le film noir, tu vois. On est vraiment dans un truc politique et je trouve que c'est très bien tenu. Honnêtement, presque une bonne surprise parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien, même si j'aime bien ce qu'il fait Tarek Saleh, quoi. Est-ce que c'est un concurrent sérieux pour la Palme ? Honnêtement, j'y crois pas. J'y crois pas parce que c'est trop. Non, parce que c'est trop. En fait, non, parce que c'est trop évident. Enfin, en fait, j'y crois pas parce que c'est un vrai bon film, donc du coup, on va pas donner la palme à ça. Non, mais c'est à dire que c'est pas non plus. Prix, Non, mais je veux dire, c'est pas non plus Parasite qui, si tu veux, avait une espèce de truc survol, tu vois. Là, ça reste pourrait prétendre au. Peut-être quand même à un prix d'interprétation qui serait mérité, mais je veux dire en termes, mais une palme pour un film qui est finalement très très classique dans sa facture et qui est assez dans des clous, j'y crois pas trop. C'est dommage parce que ça se ferait du bien, mais j'y crois pas trop. On revient un peu en arrière parce que hier, Laurent et Yuri, vous avez dit beaucoup de mal de l'agent secret de Kléber Mendoza Philo. Entre-temps, oulala Félix, entre-temps tu l'as rattrapé. J'ai l'impression je vais me faire exécuter. Et t'es pas du tout d'accord avec tes petits camarades, j'ai l'impression qu'on est à l'école. Oui, après en fait c'est compliqué parce que c'est un film qui dure 2h40, c'est une vraie expérience un peu presque méditative je trouve, par moment, t'es dans une espèce d'immersion tu vois, du Brésil des années 70 et moi ça a fonctionné sur moi, j'ai vraiment je pensais m'endormir parce qu'en plus je l'ai vu à genre 10h du mat et en fait pas du tout, au contraire le film m'a réveillé mais parce que justement je trouve qu'il y a un vrai travail de reconstitution qui est assez extraordinaire avec une mise en scène où il se passe 15 000 trucs à l'écran, toujours des voitures, des figurants, des machins, enfin vraiment il va venir s'intéresser et capter la vie en fait quelque part justement de ces environnements. Et venir faire aussi des portraits de personnages, d'acteurs qui ont tous des gueules complètement dingues. Il y a notamment une espèce de petite concierge enfin c'est pas vraiment, c'est d'un espèce d'immeuble dans lequel en fait il y a beaucoup de réfugiés, d'agents secrets, parce qu'on va pas dévoiler vraiment qui sont ces gens, parce qu'il y a un petit twist au milieu du film pour expliquer un peu plus justement. Oui, mais faut pas s'attendre justement à avoir un thriller politique avec des agents secrets. Je pense que de vendre le film comme ça, c'est mentir. C'est mentir aux gens, ouais. Complètement. Et moi personnellement, si tu le prends pas de cette manière et que tu essaies de voir un peu justement ce que le film va t'offrir, je trouve qu'il y a un propos en fait hyper intéressant, notamment sans trop spoiler, sur la gestion quelque part des chercheurs et des scientifiques dans nos sociétés et notamment dans la société brésilienne. Je pense que c'est un film qui parle encore plus aux Brésiliens parce qu'ils sont encore plus impactés, notamment, enfin ils en sont un peu sortis, mais ils ont eu une période un petit peu compliquée à ce sujet, mais voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant en fait dans ce film. Je trouve vraiment que le personnage principal interprété, et là vous allez m'aider parce que je suis pas très fort pour les noms, mais Wagner, je ne sais pas comment. Wagner Moura, que je trouve extraordinaire, qui était déjà incroyable dans Civil War, et vraiment là pour le coup Pablo Escobar, Fares peut-être, mais lui prix d'interprétation je suis très chaud, donc voilà, j'ai été très touché et ému en fait par cette proposition, et je trouve qu'il y a une vraie proposition de cinéma qui est très très dense justement sur les 2h40. La première partie est volontairement un peu complexe, ça peut un petit peu perdre les gens, mais je vous conseille de vous accrocher parce que je trouve qu'à partir du moment où en fait le film se déploie un petit peu plus et qu'on en sait un peu plus sur le background des personnages, d'un coup ça prend une autre dimension, et moi ça m'a vraiment convaincu. Moi tu disais que t'étais touché, ému. Moi ce qui me touche et émeut, c'est que tout à l'heure Valentin, après vous avoir entendu discuter, avait dit qu'il faudrait cacher les couteaux au moment où vous allez reparler du film, parce que Laurent était très énervé, et Laurent est d'une sagesse, c'est Bouddha. Parce que, il dit rien. Genre déjà spoiler alert, il regarde des vidéos de cuisine sur Instagram. Alors, il y a beaucoup de choses vraies en fait dans ce que vous dites. Donc on va reprendre un par un. Je regarde des vidéos de cuisine sur Instagram parce que c'est ma vie privée, je vous emmerde. Ensuite, se laver les yeux après Alpha. Oui, en effet, j'étais très énervé tout à l'heure, mais assez bizarrement, après en avoir discuté un petit peu avec Félix, je vois où il veut en venir. Je suis absolument pas d'accord, mais je vois où il veut en venir. Parce que je maintiens quand même ma version d'hier en disant que c'était quand même très chiant. Non, mais je pense qu'il y a un truc de ressenti pur. Et que je trouve pas, et que on en a parlé, toi tu vas trouver plutôt le film intéressant et dense. Moi je trouve au contraire très léger, mais bon, je trouve que bref, voilà, bon. Et pour le truc, je suis très fatigué, laissez-moi tranquille. Et écoute, tu sais pourquoi on est très fatigué? On vous disait hier qu'on allait essayer de choper la séance de minuit, on a réussi. On a donc vu Exit 8 de Genki Kawamura. Genki, c'est horrible pour moi cet exercice. Donc en séance de minuit, l'histoire d'un homme qui se retrouve à ne pas pouvoir sortir du métro. C'est ça le pitch. On peut quand même préciser qu'au moment où ça arrive, il est au téléphone avec son ex-copine qui lui annonce qu'elle est enceinte et qu'elle hésite à garder le bébé. Alors Félix, les films d'horreur
particulièrement les films d'horreur asiatiques de séance de minuit, on en a quand même vu. C'était très très compliqué. Les chiens robots il y a quelques années étant voilà. Celui-ci, il surnage un peu plus. Ouais, moi j'ai été assez séduit par la proposition. Je vais commencer par les défauts. De toute façon, je pense que mes petits camarades vont me rejoindre. Je trouve qu'effectivement le développement des personnages pêche un petit peu et qu'on essaye de construire un peu un espèce de discours sur la paternité qui voilà est pas très bien amené, qui est très symbolique, qui est très écrit et un peu concon. Mais en vrai, je trouve que ça c'est pas non plus trop envahissant parce que c'est assez léger. C'est 2-3 petites phrases par-ci par-là, 2-3 petites scènes. Mais le gros quand même, je trouve de la proposition, c'est une vraie envie quelque part de série B, de pure série B. Formel avec un concept qui est très vidéoludique parce que du coup c'est adapté d'un jeu vidéo. Je trouve que c'est un quasi, enfin c'est un plan séquence qui est un peu truqué, mais je veux dire le but c'est d'avoir une caméra qui presque ne coupe jamais dans ces espèces de couloirs et on n'arrête pas de faire des tours et des tours et des tours avec le personnage. Et en fait il se trouve que à chaque fois qu'il fait un tour justement de ce couloir de métro, il y a des choses qui changent et le but c'est que lui il doit repérer quand il y a des choses qui changent. Un jeu d'essai de différence. Ouais, et dès qu'il y a un truc qui change et un truc qui est bizarre, il doit en fait revenir en arrière et c'est ça qui lui fait monter quelque part de niveau et le but c'est d'arriver au 8e palier pour sortir justement de ce piège. Et je trouve qu'en fait il y a des trouvailles et notamment j'ai fait une petite carte blanche sur l'analogue horror qui font directement référence en fait à ce genre d'espaces un peu liminaux et d'essayer d'aller chercher en fait des trouvailles visuelles qui peuvent faire peur, qui peuvent mettre mal à l'aise et qui diffèrent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir et je trouve que vraiment en ça le film a des vrais partis pris que je trouve super intéressants et des vraies scènes qui m'ont mis très mal à l'aise. Donc ouais, pour une séance de minuit c'est peut-être pas forcément le truc popcorn qu'on attend, je peux pas vraiment conseiller ça si vous voulez le mater un dimanche soir avec des potes, je pense que vous allez juste bader mais en vrai je trouve qu'il y a c'est un vrai bon film d'horreur psychologique japonais que je l'ai trouvé quand même très intéressant visuellement. Et Valentin qui est parti choper son train qui du coup n'est pas parmi nous te rejoint. Laurent et Yuri, vous êtes un poil plus mitigé. Oui, enfin en deux mots, oui. En fait, l'ambiance qu'instaure le film est assez efficace et assez cool. C'est une vraie bizarrerie en fait ce film, et c'est en ce sens qu'il est assez intéressant à voir en séance de minuit parce que. En fait, en règle générale, c'est des films qui arrivent assez peu sur nos radars, donc c'est assez cool de le voir mis en valeur à ce point. Maintenant, oui. J'étais un peu gêné par toutes les affaîtries scénaristiques qui le sortent en fait de son âpreté et que moi j'aimais bien et parfois je trouve que notamment ce sera peut-être l'objet d'une discussion plus large sur la transposition de la grammaire des jeux vidéo au cinéma. Il y a quelques moments qu'on veut faire bientôt. Il y a quelques moments dans le film où le personnage, en fait moi en tant que spectateur j'avais déjà la réponse avant le personnage et je lui disais mais tu ne te comporterais pas comme ça en fait. Oui. Parce que par exemple dans un jeu vidéo où notamment on te dit qu'à chaque fois qu'il y a une anomalie, tu dois globalement courir le plus vite possible pour aller en arrière. Quand c'est arrivé 3-4 fois et que t'es mort et que t'as recommencé, en fait, tu fais demi-tour et tu te casses. Et là, jusqu'à la fin du film, le mec, il traîne des pieds. Oui, mais lui, il est pas dans un jeu vidéo. Oui, mais contrairement à toi quand tu joues à un jeu vidéo. Mais dans cette logique-là, la transposition aurait voulu que le mec se retourne et soit un peu plus réactif quand il y a des anomalies, alors que là, le film laisse un peu traîner. Parce qu'il a curiosité, c'est vrai. Voilà, il a envie de. Voilà, et nous aussi, on veut voir ce qu'il y a derrière la porte. Non, moi, j'ai envie de courir le plus vite possible parce que je sais qu'il va mourir. Donc. Non, moi je suis assez d'accord. Je trouve que c'est un parti pris formel assez intéressant et assez brillamment tenu. Tout ce truc autour des espaces liminaux et des espaces non euclidiens aussi, où en fait cette géométrie qui n'a pas de sens et qui peut pas vraiment exister dans le monde réel, c'est assez frappant à regarder. Je sais même pas comment techniquement d'ailleurs ils ont fait ce film, pour être honnête. Il y a une vraie virtuosité en fait, juste tu vois de réalisation sur comment ils ont fait quoi. Que je trouve assez remarquable. Après oui, je suis d'accord, en fait ils ont rajouté toute une espèce de sous-texte sur la paternité que je pense n'est pas dans le jeu vidéo. Enfin, je serais surpris que ça le soit. Non, ça y est pas. Et qui est surtout très japonaise avec la situation qu'ils ont où ils ont très peu de naissances. Quand on le regarde d'un point de vue européen, il y a un truc un peu chelou. Il y a un truc on un peut petit te peu demander chelou. si c'est pas un peu anti-avortement. Alors, c'est ça, il y a des délires un peu border là-dessus. Mais je pense qu'il faut, en effet, aussi le prendre dans leur réalité sociale à eux. Derrière, mais en réalité, c'est une proposition qui est vraiment intéressante. C'est un film d'horreur assez psychologique. En fait, c'est pas une grosse série B, je dirais pas ça, mais c'est un film qui formellement tente des trucs vraiment intéressants et qui arrive. Dommage que ce soit un peu irritant parce que le discours sur la personnalité il est lourdingue, il est un peu faible, c'est dommage. Mais ça reste un truc vraiment. Le seul truc que je trouve intéressant, mais de manière juste très théorique, c'est que le film essaye d'aborder la lâcheté un peu masculine vis-à-vis de la paternité. Moi, je l'ai pas beaucoup vu au cinéma et je trouve ça assez intéressant. C'est vrai, mais juste c'est mal fait, donc dommage. C'est un peu enseveli
coulisses ou trop de trucs mis bien sûr. Mais voilà, je trouve qu'il y a un truc badant en fait. Si je peux ajouter un truc, moi je rejoins Yuri sur le fait que j'aurais aimé que le film soit encore plus radical, mais en même temps je me rends compte que s'il était encore plus radical, on l'aurait pas financé. Il n'aurait pas été financé. Surtout, je sais pas si ça aurait été vraiment mieux. Je pense que ce serait vraiment emmerdé. Je dis ça parce que à titre personnel, les scènes de ce type qui arrête pas de traverser le couloir, un type qui croise, qui est tout le temps avec ça, c'est parmi moi les visions les plus cauchemardesques que j'ai vues depuis longtemps. Donc voilà, il y a eu un truc, en plus il était très tard, où j'ai eu l'impression d'être vraiment plongé dans un cauchemar qui marchait bien. Donc petite déception que ce soit pas encore plus radical, mais je pense qu'on peut vraiment le recommander. En séance spéciale, on a aussi vu Dites-lui que je l'aime de Romane Boringer. Romane, je te donne la parole. On donne toujours la parole aux homonymes en premier. Aux Romane. Oui, c'était une séance très particulière en plus, parce que du coup j'entendais mon prénom tout le temps parce qu'elles étaient là et que effectivement c'était dit souvent. Mais à part cette espèce d'aparté complètement égoïste, moi c'est égocentrique plutôt. Égoïste, je sais pas. C'est un film que j'ai bien aimé en fait, contre un peu toute attente, parce que le film est bizarroïde et d'ailleurs en fait ils l'ont répété beaucoup, donc on se demandait ce qu'on allait voir, et en effet la forme est particulière. C'est un film qui est plus ou moins librement adapté du coup du livre de Clémentine Autain, et elle joue dedans entre guillemets, donc c'est une sorte de documentaire / fiction / on ne sait pas trop, un truc très bizarre en effet, parce que Romane Boringer et Clémentine Autain ont la même un petit peu une histoire similaire, qui est que leurs deux mamans sont mortes quand elles étaient assez jeunes et ont un rapport, on va dire, à l'addiction. Je vais le faire de manière très globale. Donc ça traite vachement en fait de cette addiction là, et de comment est-ce que c'est perçu chez l'enfant, des souvenirs qu'on peut en avoir, de comment est-ce que on navigue à travers cette espèce de traumatisme là, et donc les deux se donnent un petit peu, en fait c'est un peu une sorte de relais. Elles se donnent la parole, on ne sait plus trop à la fin quelle est l'histoire de qui, et c'est ça que j'ai trouvé assez beau in fine, même si je trouve que l'histoire de Clémentine Autain, on finit par l'oublier en fait malheureusement. C'est-à-dire que c'est un peu la promesse qui est faite au début du film, on nous dit c'est adapté de son livre et donc on veut raconter cette histoire, et puis évidemment ça finit beaucoup plus sur l'histoire de Romane Boringer, qui s'est, je pense, tellement reconnue dans son histoire à elle, qu'elle a fini par vouloir faire son film personnel, et donc il y a une espèce de déséquilibre quand même qui se crée progressivement, mais mine de rien, même si la forme est un peu chaotique, qu'il y a je sais pas comment dire, c'est pas un truc très réfléchi, on sent que ça a été un petit peu fait sur le moment et que ça a été fabriqué, mais il y a une telle sincérité, je trouve, avec laquelle c'est fait, que moi j'ai vraiment été touchée par le film et que j'ai passé un plutôt bon moment, alors qu'encore une fois c'est des sujets qui peuvent être difficiles, mais que j'ai trouvé ça traité de manière quand même très singulière, très Romane Boringer finalement. Imen. Je suis assez d'accord, je savais pas à quoi m'attendre. Je trouve que c'est un film qui a beaucoup de faiblesses qui sont extrêmement visibles, parce que comme tu l'as dit Romane, je pense que c'est surtout un film de montage, et où du coup il y a un peu eu l'envie de récolter un maximum de matière et de dire on verra ensuite ce qu'on en fait, ce qui fait que le film par moment... C'est pseudo-documentaire un peu, c'est semi-documentaire? Ouais, c'est semi-docu, mais du coup avec beaucoup d'incursions de choses qui n'ont pas trop de sens, et donc qui font qu'il y a un truc un peu bordélique, mais qui, comme l'a dit Romane, moi je trouve est hyper touchant, parce qu'en fait ça vient toucher à juste ce lien mère-fille qui est extrêmement beau. Et j'avoue que moi les moments qui m'ont le plus en fait touché et même ému aux larmes, c'est plutôt quand on rentre dans la fiction. Du coup je pense qu'il y a eu un moment où j'ai peut-être eu une petite frustration aussi de devoir un peu être tout le temps ballottée justement entre du documentaire et de la fiction, qui fait que ça perd à la fois du rythme et à la fois de l'intensité émotionnelle. Après je suis complètement d'accord sur le fait que je trouve que la promesse du coup n'est pas tenue, parce que dès le début il y a même un enjeu de qui va interpréter Clémentine Autain, un peu à la Little Girl Blue, où du coup on voit Céline Salette, on voit Julie Depardieu, on voit Elsa Lieberstein qui font un peu des espèces de faux casting pour jouer Clémentine Autain. Ça ne fonctionne pas, on se dit qu'il faut du documentaire, mais au final c'est vrai que cette pauvre Clémentine, on a pris son titre, on a pris un peu son histoire, mais au bout de 45 minutes en fait on n'en parle plus du tout, elle disparaît complètement. Ce qui fait que je trouve ça quasi dommage, parce que j'ai l'impression de voir une réalisatrice qui finalement n'a pas assumé de faire seulement un documentaire sur sa vie, et qui a pris un peu la vie d'une autre femme comme prétexte. Et donc ce qui fait que moi ça m'a donné envie de lire le livre de Clémentine Autain par curiosité, mais où du coup j'ai eu l'impression qu'il y avait un truc comme d'équilibre en fait qui n'avait pas été trouvé. Pour moi c'est un équilibre à la fois sur la place de ces deux histoires, mais un équilibre aussi général entre esthétiquement qu'est-ce que je vois, parce que du coup ça fait que c'est beaucoup de photographie qu'on va nous filmer, enfin bref c'est vraiment bordélique. Après je pense que c'est
tellement sincère, fait avec le cœur. Elle-même, elle était là, elle était hyper émue, elle est arrivée, elle a même pas parlé, qu'elle pleurait en fait de ce truc, de ce besoin justement d'être légitime en tant que réalisatrice et donc de toute l'importance que cette sélection pouvait avoir pour elle. Donc il y a un truc où on sent que c'est fait avec le cœur et du coup c'est hyper touchant. Après j'avoue que si j'avais vu ça en salle, je sais pas trop ce que j'en aurais pensé. Enfin c'est que là ça reste un film dans la journée, elle est là, oui, voilà. un truc un peu c'était le 5e, elle était là, elle était émouvante, mais tu vois je me dis personne n'a fait de malaise dans la salle. non, pas du tout. Mais je me dis si je me déplace à Beaubourg, je sais pas ce que j'en pense. Voilà, ça reste quand même un avis très cadre de festival, mais en tout cas il y a une sincérité qui est là et qui est assez jolie, et en effet ça parle de l'addiction chez l'enfant, qui est un peu un thème du festival. J'ai l'impression d'un vicifilm autour de l'addiction en format carré, exactement, mais qui reste un joli film. On est en train de se faire bouffer par les moustiques. On est très bien dans ce jardin, hein, mais vraiment, je pense que demain, on va tous avoir des gueules de Bogdanov. On passe à la sélection un certain regard. Pourquoi tu dis demain? Moi, ça peut commencer très bien aujourd'hui. Hein. Laurent, il a déjà un certain regard parce qu'il est piqué sur la paupière, tu sais le truc. Un des films qu'on a vu à un certain regard, c'est Météore de Hubert Charvel. Hubert Charvel, pour replacer, c'est le réalisateur de Petit Paysan. C'est donc son 2e long métrage, 8 ans après Petit Paysan, qui avait raflé quand même beaucoup de César. Imen, c'est quoi le pitch déjà de ce Petit Paysan dans lequel il y a Paul Kircher? Il y a Paul Kircher, il y a Idi Razagloui et Salif Cissé. Absolument. Ouais, c'est ça. Le pitch, c'est l'histoire de 3 jeunes gens, alors qui ont l'air d'avoir un ami, qui ont l'air d'avoir 19 ans, mais on nous fait comprendre qu'ils en ont 30, qui Attends, juste. Paul Kircher a 30 ans. Bah, en gros, ils nous font croire qu'il a à peu près 28 ans, quoi. Et donc, sauf que c'est pas crédible. Bref, c'est pas du tout le seul problème de ce film. C'est 3 jeunes un peu qui vivent dans la diagonale du vide et qui sont un peu des galériens, quoi, et qui se retrouvent par des concours de circonstances à se retrouver au tribunal. Et en gros, il faut qu'ils cessent en fait de consommer de l'alcool et qu'ils trouvent un peu un taf pour échapper à la prison. En gros, c'est un peu ça le statut. Parce qu'ils volent un chat et que du coup, ils ont 6 mois pour prouver qu'ils s'intègrent dans la société. C'est un peu le statut, voilà, la base de ce film. Moi, j'avais détesté Petit Paysan, du coup, je suis ravie de voir cette daube, en fait, parce que du coup, ça faisait un peu légitimer mon ressenti que j'ai eu à l'époque où je ne comprenais pas du tout la hype qu'il y avait autour de Petit Paysan. Et là, je me dis, j'avais raison. Parce que, en fait, c'est n'importe quoi. Honnêtement, c'est un film qui m'a mise en colère parce que c'est tellement pourri que je ne comprends pas ce que ça fout là, que je ne comprends pas comment des gens ont lu ça et se sont dit c'est génial, on va un peu bousculer le CNC, bousculer des régions et produire cette chose, dans le sens où à l'image, les problèmes de scénario sont tellement visibles que je comprends pas comment est-ce que ça a pu passer, et c'est le problème que j'ai vu avec certains d'autres films, c'est que pour moi c'est un court-métrage, il y a un truc où il n'y a pas du tout de nécessité à en faire un long, je crois que Yuri, t'as pas vu la fin. Non, pareil pour d'autres raisons. Mais j'ai loupé cette merveille. T'as dû sortir 2 fois de la salle pour des raisons externes au film. Oui, mais on va pas. Bien Cannes, c'est beau Cannes. Mais en fait... non, n'expliquons pas. C'est gardons le mystère. Enfin, c'est une sombre histoire à base de rats morts. Enfin, c'est bizarre. Quoi Ça, c'est Exitate. Non, mais en tout cas, la fin est indécente en fait. Il y a un truc où c'est d'un niveau d'indécence qui est assez lunaire, et de dire qu'on est à Cannes, qu'on se déplace, qu'on voit ça, qu'il faut applaudir. Je trouve ça d'une hypocrisie folle, dans le sens où personne peut applaudir sincèrement à ça, dans le sens où il n'y a pas de scénario, il ne se passe rien. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on leur a donné des fonds et qu'ils se sont dit on va réaliser un truc mais mal filmé. Les legs, c'est catastrophique, on voit vraiment les LED qui sont posés, il y a un truc où je trouve que rien n'a été taffé, on ne sait pas ce qu'on nous raconte, moi je crois à rien. Le seul qui à la rigueur m'a un peu touché à certains moments, c'est Idi Razagloui, mais en fait ça reste très peu et pas... bref, moi j'avoue que ça m'a juste profondément saoulée en fait de voir ça en sélection à un certain regard, alors que je pense qu'il y a 1000 films qui auraient bien plus mérité leur place, parce que ça reste une ouverture quand même sur le monde de pouvoir être à Cannes. Et moi je pensais à ces pauvres gens, et notamment à la réalisatrice de How to Have Sex qui devait se mater ce truc pour après remettre un prix. Je trouve ça lunaire en fait. On n'est pas à l'abri qu'elle lui remette un prix quand même, hein, parce que... mais je voyais les gens autour quand même se faisaient globalement chier, les gens qui étaient à la salle. Roman, je crois que ça t'a carrément énervé, Météore. Oh, ouais, moi je suis vraiment comme toi, Imen, vraiment il y a un truc d'indignation totale. En fait, non seulement pour quelqu'un qui aime les films et le cinéma, parce que je pense que tu vas être indigné si tu vas voir ce film qui est vraiment une énorme daube. Effectivement, t'as l'impression qu'on se fout de ta gueule en tant que spectateur. Et pour des personnes qui ont envie de faire du cinéma, je pense qu'il y a un truc encore pire, c'est-à-dire vraiment de se dire ça existe, mais alors à partir de là, je sais ça existe, vraiment, c'est à Cannes. Déprimant. Ouais, non, mais vraiment, il y a un truc qui est de l'ordre de la déprime, parce que vraiment ce film est d'une vacuité vraiment
totale. C'est censé vouloir parler d'addiction par ailleurs, parce que c'est vraiment ça, encore une fois, c'est la thématique de ce festival. D'alcoolisme en particulier. De l'alcoolisme, ouais. Et je trouve que ça en parle extrêmement mal. On prend cette espèce de point de vue du coup de Paul Kircher pour te raconter, et donc il faut raconter aussi qu'il y a tout un espèce d'enjeu autour de la radioactivité, parce qu'ils vont être mis, ils vont travailler dans des endroits qui sont radioactifs. Tu ne comprends absolument rien. Et donc il essaie de faire une sorte un peu une sorte de film de genre par moment, en mettant une musique un peu inquiétante, et il regarde du béton et t'es censé te dire c'est pour Laurent, c'est le c'est le syndrome quoi, le syndrome la nuit. Où on filme, on filme des sauterelles avec de la musique inquiétante. On filme des sauterelles avec de la musique inquiétante pour faire croire que les sauterelles c'est inquiétant. Le béton c'est encore plus dur, une sauterelle franchement ça fait plus peur. C'est le syndrome de l'Odyssée de l'espace en fait. Le béton. Silence. Ça tire à pas le réel quand même, sur les vraies histoires. Enfin bref, non, il y a vraiment quelque chose qui va pas du tout dans ce film. La fin, je vais quand même citer moi les derniers plans du film, parce que juste pour vous donner une idée, c'est donc comment il s'appelle l'acteur? Idris Zagouï. Voilà, Idris Zagouï, qui est donc sur une espèce de fond vert où il y a des espèces d'étoiles derrière lui, et il danse un petit peu en regardant la caméra. Et vraiment, c'est-à-dire que je ne pourrais pas t'expliquer scénaristiquement pourquoi. Et on lit une lettre en voix off. On lit une lettre en voix off, évidemment. Bientôt. Voilà. Et en fait, je pense que c'est vraiment aussi un truc, je pense, encore plus frustrant, parce que le début du film, la première scène, je me disais, c'est marrant, ça peut être une comédie. J'ai l'impression que c'est une comédie un peu rigolote. Oui, c'est drôle au début, moi j'aime bien. Ils sont en train de voler un chat, et puis genre voilà. Et en fait, tout le film suit cette espèce de lignée où t'as genre probablement 1 minute de trop sur chaque plan. Il répète 4 fois les mêmes phrases et les mêmes idées. Ah non, mais c'est hilarant. Ça a l'air d'un pénible. C'est vraiment ça. Je souffre avec vous. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non. Si. Non. C'est vraiment bruit de béton inquiétant. Regardez vraiment, on avait total. C'est une blague, non? Enfin, c'est comédie, non? C'est pour rire. Non, franchement, je pense que la tonalité. Ça, c'est comme dans Paradis, ta comparaison avec 2001 l'Odyssée de l'espace. Non, mais moi je vais être un peu plus sympa que vous. Mais parce que t'as pas vu la fin. Ouais, je pense que t'as pas vu le fond vert et la lettre en voix. Non, j'ai pas vu le fond vert. Il y a plein de trucs que j'ai pas vu. C'est la fou ça. Je trouve qu'il y a quand même plusieurs choses à sauver dans ce film. Moi, ce que j'ai vu, je me suis surtout ennuyé. En fait, j'étais pas scandalisé. Notamment, j'étais ennuyé par le côté répétitif du film. C'est en effet, tu as beaucoup de fois la même séquence qui se répète et tout. Moi, je trouve que quand même, cette espèce d'errance de diagonale du vide avec 2 jeunes qui s'emmerdent, moi, j'y ai plutôt cru. Je trouve que c'est pas trop. C'est pas la 2e fois que Paul Kircher joue ce rôle cette année? Moi aussi. Après l'adaptation de Nos enfants vrais. Bon, écoutez, oui, d'accord. Mais j'ai été, en tout cas au début, un peu embarqué dans le film. Alors oui, j'avoue, il y a beaucoup de faiblesses et c'est pas. Moi, j'ai plutôt aimé Petit Paysan. Ça, j'avoue que c'est pas au niveau de ça, mais Tout le monde n'avait pas détesté Nos enfants vrais. Je trouve quand même très très virulente par rapport à ce film, que je trouve certes faible, mais pas du tout aussi honteux que ce que j'ai pu voir par ailleurs d'autres années. Pour moi, c'est pas la honte absolue. C'est pas bien, mais bon, voilà. Je veux juste être un peu plus mitigé, c'est tout. Mais c'est rigolo parce que Petit Paysan et Grave étaient sortis au même moment, la même année, et du coup, lui a eu le César, elle, après, avec son 2e film, il a eu la Palme d'Or, et du coup, c'est 2 réals qui reviennent cette année, et on se pose la question de pourquoi ils sont à Cannes. Enfin, ça relève un peu d'un vrai problème institutionnel, j'ai l'impression. C'est vrai qu'on s'est demandé, pour le coup, si ça avait pas été pris genre automatiquement. Parce que c'est son film, parce qu'il y a Paul Kircher, que Thierry Frémaux a bien signifié au début, parce que honnêtement, en fait, il y a un truc où je l'aurais vu en salle, je pense que ça m'aurait scandalisé déjà un petit peu, parce qu'il ne se passe rien et que tu te fais chier, et qu'en fait c'est pénible tellement tu t'ennuies. C'est très répétitif. Mais là, te dire qu'en fait on est en festival et qu'on prend du temps pour se déplacer pour voir ça, et qu'il y a une salle à la fin qui applaudit alors que ça a été fait avec le cul, moi je trouve ça frustrant. À un moment donné, faut pas se foutre de la gueule du monde. Puis ça prend la place de quelqu'un effectivement qui avait peut-être un vrai film. Ouais, et qui avait peut-être un propos aussi, parce qu'en fait au final cette espèce de d'errance de la diagonale du vide, on n'en parle pas trop. Ils ont aucun background, ces gens, ils ont pas de parents alors qu'ils ont 20 ans, enfin ça n'a aucun sens. Je suis d'accord, il y a plein de choses qui manquent, mais voilà. Mais bon. Bah Yuri un peu plus motivé. Alors Imen, comme t'as vu 6 films aujourd'hui. J'avais pas encore eu cette expérience du restaurant italien. Je pense que. Non mais t'as souffert toi aujourd'hui. J'ai souffert aujourd'hui. T'as vraiment passé la pire journée. C'était le début de ma souffrance, et donc je pense que rétrospectivement, je suis un peu plus clément avec le film. Pour expliquer à nos auditeurs, t'as dû sortir de 2 salles pour des trucs qui ont rien à voir avec. Tu payes le fait d'avoir vu un bon film aujourd'hui, quoi. Et en plus, t'as super mal bouffé après avoir attendu 1 heure, et c'était même pas le plat que t'avais demandé. Et c'est même pas. Non mais. Ah non, j'avais commandé des carbonara. On m'a servi des amatriciana.
cinéma, qui je vous jure étaient des pâtes surgelées avec de la sauce panzani premier prix. Non, mais le lardon était tellement pas suffisamment grillé que je pense que le cochon était Non mais attendez, on est sérieux là, on est en train de parler. Et après il est parti de Alpha et moi j'ai pensé à ça et j'ai explosé de rire en me disant putain le pauvre. Laurent, les tutos cuisine, faut aider ce restaurant rapidement, mais on donnera pas les noms. Imen, je le disais, comme tu as vu 6 films aujourd'hui, plus que Laurent et Yuri qui ont topé le 5, je crois, depuis le début du festival. T'en as vu 2 toute seule. C'est la continuation de ta petit chemin de traverse, voilà. T'as vu notamment Once Upon a Time in Gaza de Tarzan Nasser et de Arab Nasser, un film qui a eu une petite histoire avant même le festival. Non, c'est pas ce film-là, je me trompe? Tu parles de la photojournaliste qui est morte? Ouais. Ah, c'est pas du tout ce film. Non, ça c'est un documentaire pour le coup et qui est à l'Acide, je crois, sur le film dont tu oui, parles. t'as raison. Avec la journaliste qui est morte. Exactement. Ça, c'est à l'Acide. Non, ça c'est vraiment une fiction. C'est une fiction qui parle de. C'est un peu un parcours croisé entre un homme qui en gros est dealer de drogue et qui gère un resto de falafel et donc deal sa drogue dans des pitas quoi. Et ensuite un autre mec qui se retrouve un peu à devenir pareil en fait comme pour le film dont on a parlé tout à l'heure, à savoir un acteur pour un film de propagande. Moi c'est un film que j'ai trouvé pas inintéressant, même si assez faible quand même, je dois l'admettre, en termes de réal notamment, parce que on est vraiment sur un seul plan, une esthétique qui est assez crado à des moments et donc qui fait que ça m'a pas du tout suffisamment tenu et l'histoire m'a pas non plus des masses intéressée parce que j'ai eu l'impression que justement ce truc un peu de rogue en fait c'était extrêmement banal et donc là où moi j'avais un peu des points d'intérêt c'est dès qu'ils ont vraiment fait entrer justement le côté politique parce que forcément c'est hyper à charge contre Israël qui a vraiment l'envie aussi de dépeindre très concrètement c'est quoi le quotidien des Gazaouis, que ça parle aussi du fait que ces gens en fait ne peuvent pas sortir, donc il y a toute une espèce de trame sur le fait que un des personnages principaux a de la famille en Cisjordanie, qu'on ne l'autorise pas à y aller, donc c'est un peu des espèces de choix cornéliens de qu'est-ce que tu fais de ta vie, et où là je trouvais ça intéressant. Le film, bon déjà le discours avant le film était hyper fort, donc c'est aussi ça qui est beau quand tu le vois à Cannes, et le film s'ouvre sur la voix de Trump. Donc je pense qu'ils ont dû le remonter en fait là très récemment avant de le diffuser sur la voix de Trump qui parle du fait de faire une espèce de Riviera et donc c'est un peu tout de suite en fait ça te met dans une ambiance qui est assez intense, assez prenante. Voilà, moi je c'est pas un film sur lequel je chierais parce qu'il y a des mini choses qui sont intéressantes, mais c'est vrai que du coup il y a un peu à la fois l'envie de parler de politique et à la fois l'envie de faire un film qui est plutôt drôle et assez banal dans son côté un peu polar, donc voilà, qui fait que le film est un peu entre deux avec une esthétique pas terrible, donc ce qui fait que c'était pas passionnant à regarder, mais c'est pas non plus catastrophique. C'était une séance de 11 heures, quoi. Voilà. je viens de me souvenir pourquoi en fait j'avais entendu parler du film et c'est vraiment terrible. C'est juste parce que les deux réalisateurs sont des jumeaux qui ressemblent beaucoup à Jack Sparrow. Waouh. Un truc qui n'a rien à voir avec le film de l'Acide que personne n'a vu pour le coup. Non. Allez, il est 2h du matin, on enchaîne. Et l'autre film d'un certain regard que tu as vu, Imen, en solo, c'est My Father's Shadow de Akinola Davis. J'étais hyper curieuse du film pour raconter dans les grandes lignes. Alors je connais très mal le contexte politique, mais en gros ça se passe au Nigeria. C'est une journée d'un père qui avec ses 2 garçons, on comprend qu'en fait lui il travaille à Lagos et donc il est assez peu présent et il décide d'emmener ses enfants avec lui dans la ville, et en fait c'est le jour où il va y avoir des élections qui doivent être rendues, et donc c'est un peu comment est-ce qu'on va à la fois comprendre les dynamiques entre dans cette famille et à la fois avoir vraiment une espèce d'entrée assez phénoménale de la politique de ce pays-là. Moi j'ai trouvé que c'était un film qui était hyper beau déjà esthétiquement, c'est filmé à la pellicule, c'est énormément de gros plans, on va vraiment se concentrer sur la peau, il y a un truc qui est dès le début en fait que j'ai trouvé magnifique, qui m'a énormément touchée. Je trouve que les prestations des comédiens sont assez impressionnantes parce qu'il y a ce père, mais il y a aussi surtout ces 2 jeunes enfants qui ont 8 et 10 ans respectivement et qui sont absolument brillants, absolument géniaux. C'est un film avec un concept qui est fort parce que, comme tout à l'heure je disais, je me suis intéressée à comment on occupe 2 heures. Là, de se dire qu'en fait ça tient que sur une journée à peine, je trouve ça vraiment brillant en termes d'écriture. Je trouve que c'est un film qui est vraiment magnifique en fait, et j'étais hyper contente de le découvrir en salle. C'était un peu la séance de 8 heures où on se dit est-ce que j'y vais pas, et en fait quand je suis sortie je me suis dit que c'était une chance d'avoir pu découvrir ça. C'est un film qui a déjà un distributeur français, donc je pense qu'il va vraiment sortir diffusé dans nos écrans, et je vous enjoins vraiment à aller le voir. C'est le pack, non, qu'il diffuse? Ouais, c'est le pack. Ouais, donc il sera sur pas mal de ça. On va le voir, mais non, j'ai trouvé ça juste très simple mais magnifique. Après,
malgré tout, ça m'a questionné sur qu'est-ce qui fait qu'un film est un très grand film qui te marque en émotion ou pas. Là, je trouve qu'il manque un mini truc au film qui fait qu'il rentrerait tout de suite justement dans un film qui te marque un peu au fer rouge. Là, je trouve qu'il y a un truc qui reste encore assez, je dirais pas lisse, mais tout est tellement maîtrisé qu'il manque peut-être limite une petite faiblesse qui fait qu'à un moment où tu viens être touché un peu différemment. Mais malgré tout, c'est un film qui est d'une très grande maîtrise et que j'ai adoré voir. Et dont on guettera la sortie. Ouais. Et on termine avec la semaine de la critique Nino de Pauline Loquès. Émile, avant que tu ailles te coucher, puisque toi tu travailles demain, tu ne fais pas que des projections. Qu'est-ce en train de saboter la quinzaine, ils le savent même pas. Qu'est-ce que ça raconte Nino ? Eh bien, c'est 72 heures dans la vie donc, de Nino qui vient de fêter ses 29 ans. Nino de vendredi à dimanche. Voilà, de vendredi à dimanche globalement. Et à qui il arrive plein de mésaventures. Ça va d'un diagnostic médical à un oubli de clés, à des retrouvailles avec une amie de collège dont il ne se souvient même pas. Et en 2 mots, pourquoi il faut voir le film ? Théodore Pellerin. En 2 mots. Voilà, qui est vraiment de tous les plans et qui est vraiment brillant. Aussi, pour certains et certaines autour de cette table, sachez que Pauline Loquès a commencé à la radio, en fait. Donc, il a longtemps été programmatrice à France Inter, non pas France Culture, mais France Inter. Et donc, je pense que ça pourra faire des émules. De la radio, hein. Voilà, exactement. On peut se retrouver à Cannes. Non, et ça m'a plutôt donné envie de voir son moyen métrage qu'elle avait fait en 2018, qui je crois s'appelle VJF. Et à part ça, il y a un moment dans le film que je trouve particulièrement saisissant où on est vraiment dans tout dans le film, le travail sur les couleurs, le travail sur le sound design, créer une sorte de sentiment de malaise. On est vraiment dans le malaise du personnage qui vit une situation assez grave. Et à un moment s'ouvre une porte et apparaît William Lebguil et j'ai eu vraiment l'impression de voir un pote. En fait, on est face à voilà. Alors Jeanne Balibar joue la mère au début du film. Elle est pas du tout antipathique, mais il y a quand même un rapport. T'as pas eu l'impression de voir ta mère, quoi. Bah non, parce qu'en fait, tu vas voir dans le scénario, il y a quelque chose qui fait que c'est une scène un peu grinçante. Et au moment où William Lebguil apparaît, tout à coup, le film devient un peu plus léger. Et il y a une scène très belle avec Estelle Meyer qui joue la sœur aussi de William Lebguil. Il y a une scène assez amusante dans une salle de bain. Après, Pauline Loquès se revendique d'une filiation avec Joachim Trier. Je pense que on n'est pas encore à ce niveau-là. C'est toi, Imen, qui a rigolé comme ça. On a réveillé Imen. On n'est pas encore là, mais en même temps, voilà, Trier, c'est le master de chez les masters. Et peut-être que le film prochain de Pauline Loquès se rapprochera un petit peu plus. Mais c'est très, très encourageant et j'ai hâte de voir ce qu'elle fera comme deuxième long. Et puis on verra le Joachim Trier mercredi. Roman, peut-être un petit peu, vous avez fait, je sais. Roman et toi, il y aurait une interview de Pauline Loquès. Et oui, on a rencontré Pauline Loquès ce matin même. On était ravis d'échanger avec elle. Par hasard, comme ça, dans un café. Non, pour parler de son film qu'on a aussi vu. Et moi, je dois dire que pareil, c'est vraiment les mêmes scènes que toi qui m'ont touchée dans le film. Surtout peut-être celle de la salle de bain encore plus. Donc j'invite les gens à aller découvrir le film, à aller découvrir l'interview aussi parce qu'elle en parle très bien. Et notamment sur cette espèce de question qui, je trouve, traverse tout le film et elle en parle elle-même, quoi. C'est cette espèce d'idée de comment est-ce qu'on traverse l'anodin quand on vient d'apprendre quelque chose d'important ou de grave et qu'on a un peu un point de bascule dans sa vie et que le monde continue. Je trouve que c'est quelque chose qui est très bien traité dans le film. Donc voilà. Et puis effectivement, on l'a rencontré ce matin. Donc vous pouvez retrouver toutes les questions qu'on lui a posées. En interview, en podcast, quand j'aurai le temps de le monter. Très bientôt. Point Valentin, le film réunit, alors dans le même film, pas dans la même scène malheureusement, mais quand même un des couples majeurs des années 90 du cinéma français. Jeanne Balibar et Mathieu Amalric dans le même film. Ça n'était pas arrivé depuis au moins 15 ans. Romy Schneider, sans révéler trop de choses. Romy Schneider par un truchement assez particulier et singulier qu'on vous laisse découvrir. Et merci beaucoup. Bonne nuit à tous et à demain.